Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aussi tout d'abord vous remercier pour votre accueil et la tenue de cette journée d'études qui est passionnante. Donc, en 20 minutes, je vais tenter de vous présenter une partie de mes recherches consacrées aux élites sportives franco-algériennes. Donc, le thème de ma communication, football et retour au pays, la politique sportive de l'amicale des Algériens en Europe, 1973-1989. Donc, dans un premier temps, je vais quand même présenter quelques dates et chiffres sur l'histoire des footballeurs algériens en France. Je présenterai ensuite l'ancrage théorique de la recherche, la source et la méthode, le questionnement, bien sûr, les principales analyses, et puis la conclusion et les perspectives. Alors, tout d'abord, les footballeurs algériens en France. Le football algérien est si proche du football français qu'il semble en avoir toujours fait partie. Produit d'une histoire commune tourmentée avec ses zones d'ombre et de lumière, plusieurs générations de footballeurs immigrés s'inscrivent dans des trajectoires globalement marquées par une ascension sociale. Des départements français d'Algérie aux banlieues méprisées de la République, du match France-Afrique du Nord de 1954 au match France-Algérie de 2001, des embarras de la mémoire au tourment de l'actualité, on compte plus de 500 joueurs méconnus, formant une élite renouvelée des années 30 à nos jours dans les clubs de première et de seconde division. À cet égard, on se souviendra que le transfert d'Ali Benouna, en bas à droite de l'image, de l'US Orléans-Villechlef au FC 7 en 1932, inaugure la migration sportive professionnelle de ces Algériens musulmans en France. En outre, cette population sportive est largement composée après l'indépendance de joueurs ayant grandi en France, qu'ils soient nés en Algérie ou non. En vertu du droit du sang algérien et du droit du sol français, on compte plus de 200 footballeurs binationaux dans les clubs professionnels français. De nouveaux chiffres ne peuvent pas laisser indifférents. Pour la seule période de 1968 à 2002, 43 choisissent d'évoluer en équipe nationale algérienne, alors que seulement 4 jouent en équipe de France de football. D'ailleurs, en 2019, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en Égypte, l'exigeant sélectionneur Djamel Belmadi, né en 1976 à Champigny-sur-Marne, affiche ses ambitions avec un groupe de 23 joueurs, dont 14 nés en France, tel le capitaine et leader technique Riyad Mahrez. Il ramène le trophée au pays. Les scènes estivales de Liesse en Algérie, comme dans les rues de Paris et des grandes villes françaises, sont innombrables. Alors, je passe rapidement sur le cadre théorique de cette recherche, avec énormément d'articles et de livres découverts. Alors, pour aller à l'essentiel, 4 ouvrages vont particulièrement nourrir ma réflexion. Tout d'abord, en 2001, les historiens Pierre Lanfranchi et Matthew Taylor écrivent Moving with the Ball. C'est un travail pionnier où les auteurs développent la notion de migrant sportif, à savoir celui qui migre dans le but de gagner de l'argent grâce au football. Le travail de Manuel Chotet sur la domination des coureurs marocains dans l'athlétisme français est important. Il montre parfaitement comment une population reléguée socialement, les immigrés marocains, s'accorde avec un domaine d'excellence, l'athlétisme de haut niveau en France. La troisième recherche clé est celle du politologue algérien Youssef Fates. Il écrit l'histoire politique du football en Algérie avant 1830 jusqu'à nos jours. Il s'intéresse notamment au football comme outil de contestation à la période coloniale et post-coloniale. Pour finir, bien sûr, la lecture des travaux du sociologue algérien Abdelmalek Sayad va beaucoup m'influencer. Il a finement étudié la condition de ces travailleurs immigrés algériens en France. Sayad s'intéresse à cet entre-deux, à cette double absence de ces travailleurs qui sont absents de leur village, mais aussi de la société où ils travaillent. Sayad s'est également intéressé aux descendants de ces ouvriers algériens. En France, il les présente comme les enfants illégitimes, les enfants du péché, jamais vraiment chez eux ici, mais jamais non plus chez eux là-bas. Alors, je tire de ces lectures un constat. Pour comprendre l'immigration, qu'elle soit sportive ou non, les auteurs présentent à l'unisson des données socio-économiques, autrement dit l'espoir d'ascension sociale, mais rares sont les analyses entre le football d'élite et le retour au pays. Et d'évidents manques surgissent, surtout dans le cas algérien, où, il faut le noter, c'est important, les binationaux ont été les pionniers et les plus nombreux à rejoindre l'équipe nationale de leur pays d'origine. Alors, le questionnement assez ouvert, en fait. Comment expliquer, dès les années 80, les sélections de ces footballeurs algériens nés et ayant grandi en France en équipe nationale algérienne?
Alors, pour aboutir à une prosopographie ou biographie collective de ces footballeurs, cette contribution repose sur des sources écrites et orales, recueillies et analysées thématiquement entre 2006 et 2019. Les sources écrites sont de différentes natures. Tout d'abord, la presse, les grands périodiques français et algériens, avant comme après 62, ont été consultés, l'équipe France Football, l'Écho d'Alger, ainsi que les périodiques de l'Amicale des Algériens en Europe, retrouvés au Centre culturel algérien de Paris, l'Algérien en Europe, actualité de l'immigration, la semaine de l'immigration, une trentaine d'années. J'ai aussi consulté d'autres archives que la presse, celles de la Ligue d'Alger de football, de la Fédération algérienne de football, de la FIFA, du CIO, du musée de la préfecture de police de Paris, les archives des footballeurs comme les cartes professionnelles, les correspondances, les photographies. Enfin, les sources orales se composent de 92 entretiens récits de vie menés en France et en Algérie, où au total j'ai passé 4 mois à sillonner en taxi collectif toutes les villes du Nord. Ils ont été réalisés auprès de footballeurs de différentes générations et de leurs proches. Alors, les principales analyses, les fondements d'une décision. Pourquoi ces footballeurs rejoignent l'équipe nationale algérienne massivement dans les années 80? Alors, tout d'abord, une nouvelle politique sportive se met en place, il faut le dire. À Khartoum, le 28 décembre 1980, il y a un match qualificatif contre le Soudan pour le mondial 82. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, le russe Gennady Rogov, convoque 2 footballeurs professionnels ayant grandi en France, Abdelghani Djadaoui de Sochaux et Nordine Kourichi de Valenciennes. Pour eux, appuyés par quelques journalistes influents, la porte s'ouvre enfin. Ils idéalisent leur pays d'origine et l'attente d'un appel à rejoindre les Verts est forte, les Verts, c'est-à-dire l'équipe nationale. En octobre 1981, 4 footballeurs professionnels contribuent à la qualification de l'Algérie au mondial, l'Algérie qui souhaite mettre toutes les chances de victoire de son côté et symboliser la politique de réinsertion sélective de l'émigration encouragée par l'État. L'équipe est reçue à Alger par une foule excitée avec des drapeaux, des cris de joie, mais aussi par le gouvernement et par le secrétaire du comité central du FLN. Après 3 tentatives infructueuses, cette nouvelle provoque la naissance d'une adhésion populaire interrégionale. Bien que temporaire, elle permet de contenir la crise économique, les derniers feux du meurtrier printemps berbère d'avril 1980 et de ses émeutes sévèrement réprimées en Kabylie. Et la symbolique dépasse largement le cadre du football au moment où plusieurs lignes de fracture ébranlent la société algérienne, les oppositions multiples entre modernistes et passéistes, arabes et berbères, démocrates et frontistes, résidents et immigrés, commencent à écorner l'image officielle d'une nation soudée. Alors, au-delà des motifs socio-économiques, pourquoi ces joueurs rejoignent l'équipe nationale algérienne? Là, je vais aller assez vite, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces joueurs ne retrouvent pas l'équipe nationale algérienne pour des raisons financières, hein, même si ça peut peut-être dans leur club français, ça peut leur autoriser à renégocier certains contrats. Certains joueurs seront sanctionnés, mais en tout cas, ça leur offre une visibilité internationale, mais pour lesquels ils ne touchent pas vraiment immédiatement d'argent. En plus, en équipe de France, vous le savez bien, les places sont alors chères. L'équipe de Michel Platini se renouvelle très peu et gagne des titres de 1982 à 1986, notamment avec l'Euro 84. Les opportunités économiques et sportives ne font donc pas tout. Ces footballeurs professionnels sont attachés au pays d'origine de leurs parents, mais même s'ils ne souhaitent pas s'y installer ni y vivre. Leur appartenance nationale est aussi dictée par leur histoire familiale sur laquelle pèse l'exil. L'étreinte de leurs origines et l'empreinte de leur éducation sont indélébiles. Alors, le façonnement familial d'une identité algérienne, je vais passer assez vite là-dessus. Ça renvoie aussi à beaucoup de recherches qui ont été menées. Donc, c'est tout le rapport aussi à l'entourage familial, à la transmission d'une culture, à la transmission de l'islam, à la fréquentation d'amis musulmans, pratiquement exclusivement musulmans et algériens des parents. Et aussi, je vais y venir, ce lien avec l'Algérie se raffermit également lors de séjours estivaux, qui leur permet d'entretenir un lien mémoriel et symbolique avec le pays de naissance, tout en affichant bien sûr leur réussite matérielle. En effet, le plus souvent, à l'occasion des grandes vacances, tous ces futurs internationaux algériens découvrent l'Algérie dès l'enfance et quelquefois à reculons. Ils sont aussi frappés par le sentiment d'exclusion de leur société, de la société d'accueil, donc de la France, une stigmatisation de l'immigration algérienne qui a déjà été bien je dirais, démontrée par de nombreux historiens français. On voit aussi que l'image négative des Algériens hérités de la période coloniale est amplifiée par l'humiliation encore proche de la guerre d'Algérie.
Dans un contexte aussi où en Algérie, les couches bureaucratiques, économiques, militaires et policières prolifèrent, le rapport à l'armée algérienne s'avère décisif. Par exemple, en bas à droite de l'image, sans son accord, Mustapha Daleb est incorporé de force en 1971, naturellement sous la coupe du sélectionneur Rachid Mekloufi, l'ancien grand joueur de Saint-Étienne. Il rejoint les équipes nationales civiles et militaires. D'autres joueurs focalisés sur leur début de carrière parviennent à éviter leurs obligations militaires en Algérie avant l'accord de 1983 qui les autorise à être appelés en France. Ils ne veulent pas sacrifier 2 années de leur vie. Pour être réformés, certains ignorent les relances du consulat, jouent la montre ou invoquent un motif médical. Plus étonnant, Fethi Chebel, malin, donc un footballeur professionnel, Fethi Chebel, en début de carrière, ose négocier directement auprès de Rachid Mekloufi une dispense officielle comme soutien de famille contre sa mise à disposition de l'équipe nationale. Grâce à ce chantage, il obtient gain de cause en 1981. Quelques années plus tôt, lors de ses tournées sportives en Algérie, et là je vais venir au cœur du sujet, l'Amicale des Algériens en Europe, l'AAE, une institution aujourd'hui tombée dans l'oubli, exerce déjà un autre moyen de pression sur ces jeunes footballeurs. Elle menace d'offrir aux fortes têtes un ticket immédiat vers une caserne algérienne. Alors, la sélection de l'amicale des Algériens en Europe. Je vais présenter rapidement l'amicale et aussi l'encadrement des immigrés depuis 1963. Issue de la dissolution de la Fédération de France du FLN, l'amicale des Algériens de France prend l'appellation d'AAE le 20 juin 1963. Elle domine le champ associatif. En France, elle a pour objectif essentiel d'empêcher les Algériens d'opter pour la nationalité française, de fournir des rapports périodiques de renseignements et d'activités, et de recenser et de surveiller les ex-harkis et les opposants de toute tendance. Jouant de ses relations avec les autorités consulaires et l'administration française, elle intimide quotidiennement les immigrés et ne se prive pas de les culpabiliser. Gare à celui qui ne paye pas sa cotisation annuelle dans les foyers, les usines et les bidonvilles. Son rêve ultime, leur réinstallation définitive en Algérie. La stratégie sportive de l'AAE avec la direction des sports en 1973. En 1965, dès 1965, l'AAE intègre le sport dans sa stratégie pour encadrer les immigrés. Après l'utilisation du sport pour l'inculcation d'attitudes nationalistes et l'embrigadement des immigrés et la lutte contre ce qu'elle appelle leur déculturation en France, elle cherche des sportifs prometteurs parmi la jeunesse algérienne. Par l'organisation de stages et de tournois, le recensement et la sélection de sportifs binationaux, l'amicale constitue des fichiers de milliers de sportifs susceptibles d'être utilisés dans un futur pour des équipes nationales algériennes. Pour Alger, qui accueille en 1974 le premier séminaire sportif sur l'immigration, l'amicale et sa récente direction des sports, créée en 1973, une DS, mandatée et subventionnée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sont des interlocuteurs sportifs de premier choix. Le recensement des délégations régionales en province ressemble à une véritable traque aux espoirs. Vous pouvez regarder en bas à gauche de l'image, dans ces organes de presse, des fiches de renseignement peuvent être complétées par des lecteurs pour signaler de jeunes talents. Alors, la sélection des immigrés, une filière sportive vers l'équipe nationale. Presque tous les footballeurs professionnels algériens de France qui jouent en Algérie dans la sélection des immigrés de l'amicale, presque tous les footballeurs professionnels qui joueront sous le maillot algérien sont passés par la sélection de l'amicale des Algériens en Europe avant donc d'être convoqués officiellement. L'amicale constitue très clairement une passerelle sportive vers l'équipe nationale. Les footballeurs professionnels sont conviés à se produire en Algérie, intégrant parfois la sélection algérienne pour l'étoffer. Dès 1973, année de création de la direction des sports, une sélection réunissant les meilleurs footballeurs amateurs et professionnels opérant en France se rend en Algérie pour y jouer un premier match. 2 ans plus tard, Nasser Bougalem, responsable de la direction des sports, se félicite de la nouvelle victoire de ce regroupement emmené par Mustapha Daleb et Rachid Natouri contre l'équipe nationale Espoir. Pendant la trêve hivernale des clubs français et algériens, en 1976, une nouvelle tournée est organisée en Algérie, à Annaba, en 1976. Une double page, un article en bas à droite de l'image, un acte politico-social scellé par le sport. Une importante couverture médiatique. Dans ce long article, on relate la rencontre de 2 jeunesses algériennes, locales et immigrées, ainsi que les objectifs du voyage. Son titre est clair, un acte politico-social scellé par le sport. Le programme de cette semaine est dense. Entre une compétition et une séance d'entraînement, il y a les visites d'une unité industrielle et d'un complexe touristique, aussi un rendez-vous avec les autorités officielles de la ville et une dizaine de réceptions organisées à l'intention de la délégation. L'entraîneur, l'ancien
footballeur professionnel, Ali Ben Fada, est aux anges. Ses poulains de banlieue parisienne, Lamri Lachi, Nordine Kourichi et Zahir Kedadouche, font bonne figure. Pour certains footballeurs algériens en France, la découverte et le retour au pays sont des moments forts. En octobre 1981, inconnu du public algérien, le monégasque Abdallah Liégeon, qui a quitté l'Algérie une vingtaine d'années plus tôt entre sa mère et un militaire français, est heureux de remettre les pieds pour la première fois dans son pays natal, grâce à l'amicale. Avec les autres joueurs professionnels, il se sent protégé. Depuis sa descente d'avion, ce moment est l'un des plus importants de sa vie. Son lien avec l'Algérie se renforce, une filière sportive est créée. Alors, le déclin de l'amicale, au lendemain des changements institutionnels en 1989 en Algérie, avec l'instauration du multipartisme et la fin du monopole politique du FLN, la politique de l'amicale s'estompe. Elle prend le nom d'Union des Algériens en France et en Europe. L'usage des activités sportives et des circuits sur la connaissance de l'Algérie au profit des jeunes issus de l'immigration disparaît, tout en renforçant les liens avec le pays d'origine. Il s'agit désormais d'assurer à la jeunesse immigrée une intégration harmonieuse au sein de la société française. La perte d'influence de l'amicale est palpable et s'accompagne de celle d'un personnage central dans cette histoire, qui est Nadir Bendrama, qui est bien connu des footballeurs professionnels algériens en France. Entre décembre 1980 et le Mondial 82, les 8 footballeurs professionnels qui jouent en vert ont tous, sans exception, été repérés par ses soins, puis participent à des tournées sportives en Algérie. Focalisé sur les joueurs de première et de seconde division, qu'il fédère sans relâche, il agit dans l'ombre pour offrir à l'AE une nouvelle image. Alors, je le présente rapidement si c'est possible. Donc, Nadir Bendrama, un footballeur devenu entraîneur amateur revanchard, surnommé le Général ou surnommé Ben Gourmette. Nadir Bendrama, né en 1934 à Oran, est un modeste ancien milieu de terrain de Perpignan, puis entraîneur amateur en France et en Algérie. Devenu au milieu des années 70 chargé d'enseignement de l'EPS, dans la banlieue parisienne, ce cousin d'Ahmed et de Kader Firoud est un personnage controversé, à la faconde hors norme. Son histoire apparaît comme symptomatique des rapports sociaux dictés par la proximité entre les acteurs, les réseaux, l'ambiguïté et l'échange de services au sein d'une bureaucratie d'État. Lui va offrir un professionnalisme à la direction des sports de l'amicale des Algériens en Europe, je l'ai dit, en créant une équipe composée uniquement de footballeurs de première et de seconde division. Il va proposer son aide à l'homme fort de l'amicale, à l'homme fort du pouvoir algérien à Paris, Abdelkrim Guerayeb. Il souhaite s'occuper de l'acheminement des joueurs immigrés vers l'Algérie avec l'espoir qu'ils soient sélectionnés en équipe nationale. Et en fait, ça va vraiment marcher puisque, pour résumer, il va faire venir en équipe nationale algérienne, en tout cas dans l'équipe des immigrés, qu'on appelle l'équipe des immigrés ou l'équipe des beurs de l'amicale, puis en équipe nationale algérienne, plus de 22 footballeurs professionnels, dont 7 capitaines d'équipe de première et de seconde division. C'est quelqu'un d'obsessionnel. Dans toute la France, des quartiers au club, il ne compte pas ses heures pour retrouver de jeunes joueurs et financer aussi des structures amateurs comme la jeunesse sportive algérienne de Roubaix. Ses factures téléphoniques s'élèvent parfois à 30 000 francs. Son insolente réussite provoque surprise et jalousie. Haut en couleur, celui qui se présente comme un bénévole explique sa manière de détecter les pépites algériennes en France, notamment dans la presse et avec un réseau d'informateurs. C'est aussi un président controversé de l'Union des footballeurs professionnels algériens qu'il va créer en 1984, tel un patriarche. Donc il va fédérer les footballeurs professionnels qui évoluent à l'époque en France, avec des objectifs ambitieux, mais il va être marginalisé par Alger, par l'équipe nationale algérienne, puisqu'il sera en rivalité avec d'autres footballeurs professionnels comme Rachid Mekloufi, qui est alors à la tête en gros de l'équipe de 82 qui ira au mondial. Il se reconvertira dans l'encadrement de football, il prendra définitivement ses distances avec le football et ensuite de nouvelles filières vers l'équipe nationale algérienne seront créées et on pourra en reparler tout à l'heure. On voit que quand même, malgré un manque de transparence, il va servir le football algérien et permettre à des dizaines de footballeurs d'être sélectionnés sous le maillot vert. Pour eux, habitués aux frissons des stades européens et aux salaires conséquents, la traversée du miroir algérien, tant idéalisé par leurs parents, ne se fait pas sans joie et fierté, mais aussi tension et désillusion. Alors, en conclusion, on voit bien comment comprendre en gros les sélections de ces footballeurs binationaux d'élite. Alors, comme l'écrit l'historien Antoine Pro dans l'histoire, l'enchevêtrement des causes est infini. On voit bien des stratégies personnelles, sportives, extrasportives, l'éducation entre guillemets algérienne, le rôle de l'armée, le rôle de la famille, de la sélection de l'amicale, le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur en France, malgré des amitiés sincères.
On voit aussi l'action déterminante de Nadir Bendrama qui les pousse à vouloir jouer pour l'Algérie, pays où ils n'ont pas grandi. On retrouve ici le mythe du retour et la complexité de la double appartenance. Alors, je pourrais aussi développer, je l'ai évoqué, mais la marginalisation de ces joueurs importés, comment ça se passe en gros sous le maillot vert en équipe nationale, et c'est loin d'être simple, à cette époque en tout cas, et aussi les vexations de leurs employeurs français. Alors aussi, je voudrais vous dire que cette filière s'arrête en gros en 89 avec Ben Drama à la fin de l'amicale. Et là, j'ai un étudiant de Master 1, Brahim Meshmach, que je dirige et qui, lui, est en train de prolonger ce travail sur une nouvelle conjoncture 89-2010 jusqu'à la qualification Coupe du Monde 2010 pour savoir en gros comment les filières se reconfigurent, notamment avec les agents sportifs. Et de nouvelles recherches aussi pourraient avoir lieu sur les footballeurs, sur les sportifs européens d'Algérie. J'ai pas mal travaillé dernièrement sur les sportifs pieds noirs qui ont été aux Jeux Olympiques, aussi la reconversion des footballeurs. Et puis, je vais aussi vous demander aussi des conseils puisque je me lance dans un projet d'HDR qui me prendra plusieurs années et je compte m'intéresser au SEMJA d'Issoire, le centre d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie. Visiblement, ça n'a pas trop été investigué, mais malgré tout, il y a la recherche pionnière de Luc Capdevila, femme armée et éducation dans la guerre d'Algérie, qui s'est plutôt intéressé au CMJ de Nantes. Et moi, j'aimerais m'intéresser au CMJ d'Issoire, pardon. Et pour finir vraiment, j'annonce donc que mon ouvrage, donc ma thèse qui a été complètement retravaillée, sera publiée en 2021. Artois Presse Université, le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire on partage. Je vous remercie pour votre attention et répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.